Il y a comme une nouvelle norme où on est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais en fait, c'est pas vrai qu'on est disponible. On est accessible par notre téléphone, mais on n'est pas nécessairement disposé à répondre rapidement. Aujourd'hui, on reçoit la fabuleuse Emmanuelle Parent pour Simply Well. Docteure en communication et fondatrice du Ciel, le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, qui accompagne les jeunes au sujet du bien-être numérique. Comment est-ce qu'on définirait aujourd'hui un réseau social? Le but d'un réseau social, c'est d'avoir notre attention, qu'on passe le plus de temps possible là-dessus pour collecter nos données, puis d'essayer de prédire c'est quoi nos prochains achats. Qu'est-ce qui ressort, tu dirais, aujourd'hui vraiment? Que c'est fâchant de pas voir le temps passer ou de dire j'ai l'impression que j'ai plus d'attention parce que quand j'écoute un film, automatiquement je vais saisir mon téléphone en même temps. J'avais regardé une étude où ils regardaient les interruptions au travail. Plus de la moitié des interruptions où ils allaient regarder leur téléphone, c'était des auto-interruptions. C'était pas une notification, là. C'était pas un nouveau message. Quasiment comme un réflexe. Comment on peut dealer justement avec tout ce que ça implique aussi au niveau de l'estime de soi et de la santé mentale? Oui, l'empowerment, gérer les réseaux sociaux, avoir des activités qui nous font du bien, mais c'est clair que regarder la vie des autres puis pas investir sa vie hors ligne, ça l'aide pas. C'est pas aussi noir ou blanc que ce qu'on peut penser. Tout le monde, je pense, n'est pas capable ou en tout cas peut pas en prendre conscience. Comment amener ça, par exemple? Quelle énorme question. Oui. Qui est comme vraiment fondamentale. Là. On espère que votre rentrée se passe bien. Si vous voulez nous aider pendant notre rentrée, il suffit de liker et de partager cet épisode. Et si vous vous sentez vraiment généreux, laissez-nous un petit 5 étoiles. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simply Well. Donc aujourd'hui, je reçois Emmanuelle Parent. Vous avez créé ça en 2020, donc le Ciel, au niveau de tout ce qui est réseaux sociaux, écran, surtout chez les jeunes. Qu'est-ce qui ressort, tu dirais, aujourd'hui vraiment de cette aventure-là, mais surtout de ce que vous avez appris? Ce qu'on a appris, c'est vraiment à quel point les jeunes sont conscients de leur réalité, des enjeux sur ces plateformes-là. Ils n'ont pas toujours les mots pour le dire ou... pour eux, c'est leur normalité, donc ils ne voient pas nécessairement que c'est une problématique qui est différente des autres générations, mais vraiment sont tellement allumés là-dessus. Puis le numérique évolue tellement rapidement. Je veux dire, on parlait de ChatGPT, on n'en parlait pas en 2020, ou TikTok, ça a commencé en 2020, aujourd'hui c'est plus installé. Donc, la mentalité des jeunes évolue très, très rapidement aussi, puis c'est à la fois encourageant qu'ils soient aussi... c'est capable d'esprit critique, puis en même temps, ben, c'est préoccupant aussi parce que ben, c'est pas tous les jeunes qui ont la même conscience de ces enjeux-là, ou ça nous fait prendre conscience aussi que ça avance super rapidement, là, les réseaux sociaux. Ouais. Mais est-ce que globalement, ce qui en ressort, c'est quand même quelque chose de positif ou quelque chose de négatif? Tu sais, s'il y a quand même un côté à prendre en compte, est-ce que, particulièrement les jeunes, donc avec qui vous travaillez, ils voient ça comme quelque chose qui est positif pour eux dans leur vie, qui les accompagne, ou ils voient ça plutôt comme quelque chose qui est un petit peu leur est néfaste ou drawback, quel est le but? Ben, les deux, vraiment. Tu sais, comme dès qu'on parle de réseaux sociaux, si on se concentre plus là-dessus, mais même jeux vidéo, la réalité est vraiment nuancée. Mais ce qui ressort en premier, c'est plus positif. Ça va être le lien avec les amis. Tu sais, t'es ado, t'es en plein genre développement d'autonomie relationnelle, t'as tes amis, tu te définis de plus en plus par tes pairs, t'as le goût d'explorer ton identité, qu'est-ce que j'aime, je suis qui, qu'est-ce que je vais faire comme métier. Puis là, tu vois sur les réseaux sociaux plein de gens qui trippent sur le jardinage, sur genre le sport, l'entraînement. Donc, t'as tellement une grande variété de loisirs que ça l'accompagne les jeunes dans leur découverte personnelle, ce qui aussi peut être préoccupant, là. Ça amène des enjeux, mais généralement, la première chose qu'ils vont nommer, elle est positive. C'est je peux parler avec mes amis en tout temps. Ça, en apparence, c'est positif. Des fois, certains jeunes, puis ça dépend beaucoup, là, parce que les jeunes ne sont pas une masse homogène. Ils n'utilisent pas tous les réseaux de la même manière, comme les adultes, là, d'ailleurs. Il faut vraiment faire du cas par cas. Mais dans les enjeux qui ressortent davantage, c'est que c'est fâchant de pas voir le temps passer. Ou de dire, j'ai l'impression que j'ai plus d'attention pour différentes choses, parce que quand j'écoute un film, automatiquement, je vais saisir mon téléphone en même temps. Ou j'étais avec une amie, j'étais avec mes parents, mon entourage, puis là, ils prennent leur téléphone pendant qu'on parle. Ça me dérange. Donc, c'est ces automatismes-là qui vont créer plus de tension, puis dont on a comme besoin de parler, puis besoin de stratégie, parce que je veux dire, moi, je suis là, puis je parle comme vive le bien-être numérique, mais j'en parle tout le temps des stratégies, puis du modèle d'affaires de ces réseaux sociaux-là qui sont basés sur aller capter notre attention. Puis je trouve ça quand même super difficile. Donc, il y a vraiment les deux. La réalité est super nuancée. Ouais. Puis ce que tu dis, c'est intéressant par rapport au fait de... Spécifiquement, l'exemple que tu as donné, là, de regarder un film et de prendre son téléphone pour aller sur les réseaux. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, que je faisais récemment. Ouais. Genre, il y a cette
vraiment automatisme de tout de suite, dès qu'il y a un moment libre ou un moment mort, genre, un peu plus plate. Genre, il me manque quelque chose. Tu sais, il y a cette sensation de manque, genre. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça, vraiment. Tu sais, mettons, j'y vais en 2 phases là, d'explication. Là. Une première sur les relations sociales où peut-être qu'on est habitué. Tu sais, si on sait que nos amis nous écrivent, on est sur des group chats, là, des conversations de groupe qu'on est habitué. En tout cas, moi, ça, c'est plus mon cas. Je sais que je vais avoir des messages, puis la petite satisfaction de quand tu vois que tu as un message, même s'il est absolument pas urgent, ben on dirait que je vais aller vérifier. Donc, on a cette habitude-là d'aller regarder souvent, puis aussi de parfois être... En fait, il y a comme une nouvelle norme où on est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais en fait, c'est pas vrai qu'on est disponible. On est accessible par notre téléphone, mais on n'est pas nécessairement disposé à répondre rapidement. Mais j'avais regardé une étude où ils regardaient les interruptions au travail. Des personnes, des travailleurs sur des ordinateurs. C'est des personnes qui ont un travail de bureau. Puis, en fait, plus de la moitié des interruptions où ils allaient regarder leur téléphone, c'était des auto-interruptions. C'était pas une notification. C'était pas un nouveau message. C'était vraiment, comme tu le nommes, quasiment comme un réflexe où on vérifie. Fait qu'il y a ça d'un côté. De l'autre côté, puis là, je suis pas une spécialiste de l'attention, mais dans les études que j'aime vulgariser, c'est que le numérique nous amène à faire beaucoup de multitâches. Ben, le multitâche, ça n'existe pas vraiment, en fait. C'est qu'on fait plusieurs choses en même temps, c'est qu'on alterne notre attention en différentes choses. Donc, si je regarde un film, puis là, je regarde mon cell un peu, je le repose, je faisais pas vraiment les deux en même temps, j'alternais. Puis, quand le téléphone il est dans notre vue, ben juste ça suffit à nous déconcentrer quand il est dans notre champ de vision. Puis, il y a des chercheurs qui ont fait une étude, par exemple, avec des petits tests cognitifs, genre, tu sais, les petits tests QI, un petit test comme de cerveau. Là. Puis ils l'ont fait avec 3 groupes différents. Le premier groupe faisait le petit test avec le téléphone sur le bureau. Le deuxième faisait le test avec le téléphone où il est habituellement, fait que dans ta poche ou dans ton sac à dos. Et le troisième groupe, ben, le téléphone était carrément hors de la pièce. Et puis, ben, sans surprise, ceux qui ont le mieux performé, c'est ceux dont le téléphone était hors de la pièce. Puis ceux qui ont le moins bien performé, c'est ceux dont le téléphone était à la vue. Mais personne là-dedans touchait son téléphone. Donc, on se demande c'est quoi la science derrière qui explique que juste voir le téléphone nous déconcentre. Donc, d'abord, oui, peut-être qu'il y a eu des interruptions, des notifications. Mais en fait, juste le fait de le voir, c'est que notre cerveau, il va planifier l'action. Fait que s'il se met à s'ennuyer, il va planifier d'aller prendre son téléphone pour le regarder. Même s'il sait qu'il veut pas l'utiliser. Puis, l'exemple qu'on utilise pour ça, c'est disons que nous deux, en ce moment, il y a un bol de chips là, entre nous deux. Genre, tu t'en vas chez quelqu'un souper, puis il y a genre un bol de chips, puis t'es comme, c'est correct, j'en mangeais un peu, mais à un moment donné, t'es comme, je veux pas me couper l'appétit pour le repas. Ça y est, j'arrête. Mais le bol de chips, il est encore à ta vue. Puis ton cerveau continue de planifier ta main qui se rend, qui saisit la chips, qui la croque, qui c'est bon, genre, c'est satisfaisant, t'as de la dopamine, genre, tu sais, t'es content. Donc, à un moment donné, si on est distrait, ben, on n'est plus capable de dire non. Puis là, next thing you know, t'as des chips dans la bouche, puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Donc, le téléphone, c'est un peu ça. C'est qu'on on prévoit de prendre le téléphone. Donc, quand on le met carrément dans une autre pièce, ben ça peut aider à juste au moins limiter cette distraction-là. Donc, mettons, prochaine fois, t'écoutes un film, là, si tu veux être sûr de pas prendre ton sel, de le mettre loin. Ou moi, je fais ça des fois, je le pitch loin. Je suis comme s'il est loin, il est pas de ma portée de bras, je vais pas le prendre. T'sais. Mais c'est super intéressant. En gros, ça veut dire que parce que le téléphone, il est à notre vue, ben, on a l'envie d'aller le chercher. Donc, en fait, ça nous coupe notre attention automatiquement parce que il est là et on le voit, en fait. C'est ça. Puis, tu sais, il y en a des chercheurs qui vont dire, qui se demandaient est-ce qu'on est accro au téléphone, tu sais, comme l'appareil. Mais en fait, c'est aussi qu'est-ce que l'appareil veut dire pour nous. Tu sais, si tu te mets... est-ce que j'ai un message de quelqu'un? Est-ce que j'ai un message d'un ami? Si je fais un petit test, c'est comme, est-ce que je peux aller vérifier la réponse? Est-ce que, tu sais, le téléphone nous permet tellement de choses. C'est comme quand... tu te mets à fréquenter quelqu'un, là, genre que potentiel amoureux, puis tu sais qu'il y a peut-être un message que tu vas recevoir, tu vas vérifier tes textos, puis là, quand tu vas voir que c'est le nom de la fameuse personne, t'es comme « Oh my God, il m'a écrit, genre, elle m'a écrit. » Donc, le téléphone ne devient pas un appareil neutre, c'est genre « Oh my God, il me connecte peut-être à cette vie de rêve avec cette personne que j'ai rencontrée vendredi soir. » Mais bon, c'est toute l'expectative, là. Oui, c'est ça. Je comprends, tout à fait. Ouais, parce que le téléphone en lui-même, c'est un téléphone. S'il y avait juste nos photos dedans, ça serait pas la même chose que genre avec toutes les applications qu'on a et qu'on a toutes les possibilités du monde à l'intérieur. Exact.
si on prenait juste un petit peu la base, comment est-ce qu'on définirait aujourd'hui un réseau social, par exemple? Parce que tu disais les textes, etc. Donc, par exemple, est-ce que WhatsApp, c'est considéré comme un réseau social? Ben, c'est sûr qu'on peut avoir des définitions très théoriques de c'est quoi un réseau social, mais c'est difficile un peu. Là. C'est comme essayer de prendre un poisson, genre, je sais pas trop mouillé, qui nous glisse entre les mains. Là. C'est comme ça glisse parce que la technologie évolue tellement rapidement que ce qui était Instagram en 2015 n'est pas la même chose qu'Instagram en 2024. Ouais. Donc, moi, m'attacher aux définitions, ça m'intéresse pas tant que ça. Mais habituellement, c'est un réseau social nous permet de communiquer les uns avec les autres par une messagerie privée instantanée. Sinon, d'avoir un profil où on peut s'abonner à des pages, que des gens soient abonnés à nous. Puis d'avoir un fil d'actualité où on va regarder des publications des autres. Ça varie. Tu sais, comme YouTube, on peut pas vraiment se parler entre nous dans une messagerie privée. Est-ce un réseau social? Bon. Mais les shorts sur YouTube, ça ressemble vraiment au TikTok. Tu sais, ils ont toutes des différences l'un l'autre. Puis en fait, les définitions deviennent très complexes quand il est question de réguler les plateformes. Ouais. Mais autrement, tu sais, quand on va parler avec les jeunes, quand je vais parler de bien-être numérique, j'inclus tout là-dedans. Okay. Parce que je trouve que ça permet... Oui, parce que des fois, c'est les mêmes processus, tu sais, de dire... j'ai envoyé un message, puis la personne m'a pas répondu, puis je me demande si j'ai dit quelque chose de mal. Ben ça, que ça soit sur Messenger, Snapchat ou WhatsApp, le sentiment, tu le reconnais, puis il est le même, là, même que ce soit par texto. C'est du social, en fait. C'est vraiment le côté l'autre personne, que ce soit par Instagram, où il y a vraiment plus de social que tu vois, ou juste des textos que tu... Ouais. Puis moi, la définition que je préfère, en fait, quand on parle des réseaux sociaux, comme un outil neutre, c'est vraiment de ramener à la base même de leur modèle d'affaires, qui est en fait tributaire de l'attention qu'on leur donne. Donc, le but d'un réseau social, là, comme les Instagram, etc., c'est d'avoir notre attention, qu'on passe le plus de temps possible là-dessus pour collecter nos données. Donc, les données de notre téléphone, là, de géolocalisation, de nos dernières recherches dans Safari, sur le web, sur les autres applications qu'on a téléchargées, mais aussi nos données de qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a liké, pas liké, commenté, qu'est-ce qu'on a envoyé, qu'est-ce qu'on a regardé 3 fois, qu'est-ce qu'on a passé rapidement. Tout ça permet pour la plateforme de de faire des liens avec les gens autour de nous puis d'essayer de prédire c'est quoi nos prochains achats, c'est quoi nos prochaines idéologies, vers où est-ce qu'il peut nous mener pour essayer de garder notre attention. Donc, ça, je trouve ça important de le nommer parce que ça structure vraiment beaucoup, ça façonne beaucoup notre utilisation par la suite. Complètement. Puis malgré tout, on se rend pas compte, mais on est vraiment influencé du coup par tout ça. Enfin, je trouve que c'est un peu, je vais utiliser le mot dangereux, mais je sais pas si c'est vraiment ça qu'il faudrait utiliser, mais c'est un peu tricky parce que oui, c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on n'aime pas, etc. Mais genre, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté un peu, on est fiché ou entre guillemets, on est des petites identités où ils savent exactement quoi nous envoyer pour nous vendre le tel produit ou genre pour nous faire passer un certain message. Tu sais, genre, je veux pas aller dans un truc genre hyper complexe, mais genre, je trouve que ça a beaucoup de pouvoir aussi sur nos vies. Mais complètement. Vraiment, parce que ça va jouer, en fait, les réseaux sociaux, c'est une fenêtre sur le monde, sur qu'est-ce qui se passe. Et puis, c'est une fenêtre qui est pas neutre. Tu sais, c'est pas une fenêtre claire là, sur le reste du monde. Elle est très givrée. Puis, on sait, on est dans nos chambres d'écho. Donc, les algorithmes vont faire que si moi, je me mets à regarder du contenu de justement le jeune trentenaire de compte Instagram là-dessus, professionnel, mais en même temps sur les animaux. Ils vont localiser que je vis dans la région de Montréal. Ben, tout ça fait qu'on va m'envoyer du contenu qui sera pas le même que quelqu'un qui a des idéologies différentes, qui va habiter ailleurs, qui est peut-être un genre différent de moi. Donc oui, ça va vraiment jouer sur notre perception de la réalité parce que peut-être que moi, j'ai l'impression, tu sais, comme là, on m'envoie ces temps-ci plein de... Moi, je suis pas un parent, OK? Puis on m'envoie plein de publicités, genre de trucs de bébé ou de genre jeune mère. Puis je suis comme, OK, genre, ça, c'est depuis que j'ai 30 ans. Genre, je suis maintenant dans la catégorie méta de elle va procréer. Donc, on lui envoie des contenus. Donc, tu sais, on va essayer de prédire c'est quoi comme les prochaines étapes de ma vie. Même, il y avait une étude qui montrait que justement, quand les femmes deviennent mères, ben, on va leur proposer sur Facebook d'adhérer à des groupes anti-vax, par exemple. Oh, wow, OK. Puis c'est pas nécessairement parce que ça correspond à leurs idéologies, mais comme on voit que des nouvelles personnes qui deviennent parents
vont adhérer à certains groupes comme ça, mais on va leur suggérer. Donc, encore une fois, l'économie de l'attention, des données, ben, ils vont te proposer quelque chose qu'ils pensent qui va garder ton attention le plus longtemps là-dessus, pas nécessairement quelque chose qui est bien pour toi ou qui te correspond. Donc, ouais, c'est important d'avoir un esprit critique puis de se sortir de ça, de réaliser que c'est pas représentatif de la réalité. Parce que déjà, je trouve qu'en tant qu'adulte, tu sais, genre, on en a conscience, tu sais, toi d'autant plus parce que tu travailles là-dedans, donc tu arrives à conscientiser ça, mais genre, les adolescents qui sont dans une période où ils doivent se construire et ils doivent grandir, chercher leur identité, qu'est-ce que je veux faire, qui je veux être, etc., ben, ça les modèle un peu, genre. Tu sais, moi, dans les années 90, j'ai grandi beaucoup avec la télé, tout ça, mais j'étais pas H24 sur quelque chose, tu sais, qui m'envoyait des notifications, que je pouvais aller voir, qui avait pas cette influence qui, je trouve, était aussi grande. Tu sais, comment tu vois ça, toi, justement, par rapport aux jeunes? Ben, j'aime bien que tu fasses le parallèle avec la télé, parce que c'est vrai que c'est quand même ça, les médias participent aux normes de la société. Là. Donc, tu sais, si en ce moment, c'est la Pride, la fierté, donc là, si on a à la télé un couple de personnes du même genre et tout, ben là, peut-être qu'on va se dire, ah ben, c'est une réalité que j'avais pas imaginée, que je me retrouve là-dedans, etc. Donc oui, les médias vont partager des réalités, que ce soit par les réseaux sociaux, la radio, la télé, le cinéma. À chaque, tu sais, je dirais, nouveauté là, vraiment importante, médiatique, il y a une certaine panique morale, une certaine panique de « oh non », même à l'invention de l'écriture, on se disait « oh non, ça y est, on n'aura plus de mémoire, c'est la fin des grands discours, parce que maintenant, on va tout écrire, on n'aura plus besoin de se souvenir. » Avec le MP3, là, la musique qu'on écoute avec nos écouteurs, le Walkman, on se disait « ça y est, bon, ben, les jeunes n'iront plus jamais voir de concert. On va maintenant qu'écouter de la musique que seul. » Donc, on est un peu dans ce pattern-là, de s'inquiéter pour les jeunes, de se dire « oh non, mais les jeunes sont sur les réseaux sociaux, c'est terrible. » C'est important de prendre un pas de recul puis d'être comme « OK, qu'est-ce que j'attribue peut-être à des réflexes que je me dis que les jeunes sont pas capables de se gérer puis il faut que je les protège puis que les réseaux sociaux, c'est pas bon pour eux. » Donc, il faut comme pas prendre pour acquis que c'est tout mauvais. Puis c'est vrai que quand on était nous plus jeunes puis qu'on regardait la télé, ben ça façonnait notre réalité. Comme moi, j'ai les cheveux frisés, là, sont attachés, mais je voyais genre Britney Spears à la croisée des chemins avec genre ces deux mèches bien plates d'en face. Puis j'étais comme, mon Dieu, mais quelle magnificence, je veux les cheveux plats. Genre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ben avant, on regardait tout le même film de Britney Spears. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a le même phénomène où ben c'est insidieux. Tu te réveilles, t'es à peine sorti du lit le matin, puis tu vois déjà des images super normées avec des corps standards, inatteignables. Mais en même temps, qu'est-ce qui est possible avec les réseaux sociaux qui l'était pas avec la télévision? C'est d'aller essayer de personnaliser justement les corps qui vont s'afficher à nous ou, je dis les corps, mais les activités. Tu sais, si on veut voir plein d'images de randonnée, d'activités ou de corps différents, de personnes qui correspondent pas à la norme, de personnes qui font partie des communautés queer, etc., ben, on peut le faire. Chose qu'avant, ben, on n'était pas producteur télé, on pouvait pas décider. Oui, il y a un côté vraiment insidieux, mais je pense que quand on en prend conscience, il y a aussi une opportunité incroyable d'empowerment, puis de dire, ben moi, je choisis les images que je me mets dans les yeux. Ouais. Et c'est ça le truc, c'est que tout le monde, je pense, n'est pas capable, ou en tout cas, peut pas en prendre conscience. Comment on peut faire justement pour en avoir un petit peu plus conscience ou pour essayer de se rendre compte justement du pouvoir des réseaux qui peut peut-être être plus positif que justement diaboliser ça, tu sais, que ce soit nous en tant qu'adultes, mais aussi éduquer justement nos enfants pour leur dire, OK, bah t'as vu des choses, genre, questionne-toi là-dessus, peut-être va chercher des choses que t'aimes plus pour justement faire travailler l'algorithme en ta faveur. Tu sais, genre, comment amener ça, par exemple? Oui, ben ça passe avec une démarche, je pense, d'introspection, de se dire, ça ressemble à quoi d'abord une prise de conscience, à quoi ressemble mon utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui? Tu sais, pour ça, il y a des outils dans notre téléphone, là, comme de temps d'écran. Tu vas dans quelque chose qui s'appelle, pour Android, bien-être numérique ou temps d'écran dans les appareils Apple. Puis tu vas l'activer. Puis là, tu peux voir combien de temps par jour tu passes sur les réseaux sociaux. Déjà, pour certains, ça va être une révélation de voir, je passe autant de temps que ça. Si on est confortable avec le chiffre, pas de problème, on peut se demander c'est quoi le rôle que ça joue dans ma vie. Un rôle social, je parle avec mes amis, je passe le temps, c'est du loisir. Là, si on veut diminuer le temps, ce qui est souvent le cas, ce que j'entends souvent, ben il peut y avoir des trucs dans le téléphone puis des trucs à l'extérieur du téléphone. Donc, dans le téléphone, c'est qu'on peut mettre des limites de temps d'écran. Si on veut, comme moi, mon Instagram, je pense qu'il y a une limite de 45 minutes par jour. J'ai complètement supprimé TikTok parce que c'était trop bon. Ça peut être une solution aussi de ne pas les utiliser. Là. Puis quand j'utilise Instagram, dans le réseau social, on peut fouiller dans les réglages aussi.
pour dire, à chaque fois que je suis sur la plateforme pendant 10 minutes, je reçois une petite notification qui me dit ça fait 10 minutes que tu es sur l'application. Là, je dis beaucoup de choses d'affaires en peu de temps, mais le but, c'est d'aller jouer dans nos réglages des réseaux sociaux pour avoir des petits pop-up, des petites notifications qui vont nous aider à prendre conscience du temps parce que, comme on l'a dit, ils sont excellentes, les plateformes, pour nous faire oublier la notion du temps qui passe. On se dit, je vais écouter ça 5 minutes, puis finalement, ça fait 20 minutes qu'on est là-dessus. Ouais. Donc, ça peut nous aider. Après, c'est une question d'habitude. Hein? Si on se lève chaque matin puis qu'on prend notre téléphone le matin, puis qu'on fait ça avant de se coucher aussi, puis que c'est ça dans le métro, quand on arrive de travailler, c'est pas facile. Là. C'est pas parce que tu as une notification qui te dit ça y est, tu as atteint 1 heure aujourd'hui que ça va nécessairement marcher. C'est de dire, avec quoi est-ce que je veux remplacer cette activité-là? Puis là, c'est intéressant de dire, OK, qu'est-ce que j'ai le goût de faire de mon temps? C'est quoi mes loisirs? C'est quoi que je peux faire? Donc là, c'est de se donner des outils dans la vie de tous les jours. De se dire, je sais pas, moi, je vais lire les nouvelles le matin ou je vais juste comme rien faire. Puis de commencer avec comme des petits objectifs. Puis c'est normal que ça se fasse pas du jour au lendemain. Pas changer du tout au tout. Là. Parce que c'est vraiment ancré dans nos habitudes. Puis en parler. Fait que ça, c'est très solitaire, ce que je viens de décrire, mais le faire avec nos amis, là. Le faire ensemble, là, ouvrir notre Instagram, se l'échanger. Voyons, tu suis ça, haha, OK, toi, tes algorithmes, c'est ça que tu vois, moi, je suis telle page. Tu sais, on peut le rendre social aussi. Ouais. Puis, tu sais, il y a une fille à qui je parlais, elle disait qu'elle avait réalisé qu'elle se comparait beaucoup son image corporelle sur les réseaux sociaux. Tu sais, elle dit, je me suis désabonnée à certains comptes de personnes que j'aimais bien, que mes amis suivaient, mais je me comparais trop physiquement. Fait que là, t'assumes, t'es comme, je vais peut-être moins pouvoir participer aux conversations sur genre Hailey Bieber, genre, puis whatever quoi, mais je vais peut-être me sentir mieux. Puis elle dit, des fois, ça m'arrive quand même de me retrouver sur, justement, tu stalks une personnalité après l'autre, puis elle dit, mais là, je deviens meilleure à me raisonner, à dire, OK, c'est ce que je fais en ce moment, ça me fait pas sentir bien, je ferme le téléphone, puis je vais faire autre chose. C'est juste de travailler ce réflexe-là d'avoir conscience que quand on est sur les réseaux, ça peut avoir un impact sur comment on se sent. Justement, je voulais qu'on en parle parce qu'il y a tout ce côté comparaison, estime de soi aussi qui va avec. Il y a plein de choses positives avec les réseaux sociaux, mais comme tu le dis, c'est que quand on n'a pas forcément conscience ou quand on se laisse happer dans le quotidien et qu'on est dedans, des fois, il y a des, tu sais, genre on revoit des choses encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on se dise, oh là, en fait, c'est too much, genre ça m'affecte. Mais tu sais, comment on peut dealer justement avec tout ce que ça implique aussi au niveau de l'estime de soi et de la santé mentale et de tout ça? Quelle énorme question qui est comme vraiment fondamentale. Donc, tu sais, une première chose à dire, je pense, c'est que la comparaison sociale, c'est quand même un processus normal, tu sais, qui n'est pas nécessairement associé à des impacts négatifs sur soi. Tu sais, à l'origine, le psychologue qui a mis de l'avant ce concept-là, tu sais, il disait, il y a des gens qui se comparent comme, tu sais, je me compare, je me console, je me sens mieux à propos de moi-même parce que je me dis, hey, moi, j'ai un toit sur la tête, puis je suis confortable dans ma vie, je suis capable d'aller à l'épicerie, etc. Puis là, tout d'un coup, ma comparaison sociale se transforme en gratitude pour ce que j'ai. Puis là, c'est positif. Moi, je pense que de se dire d'arrêter de se comparer à 100%, c'est pas nécessairement réaliste. C'est quelque chose qu'on fait qui nous aide à fonctionner en société. Quand ça devient excessif, là, je suis pas psychologue là, pour le dire justement quand est-ce que ça devient mauvais. Mais je sais que ce que les jeunes me rapportent des fois, c'est que la ligne est mince entre comparaison pas bonne puis inspiration. Exact. Donc, on va s'inspirer d'un look de quelqu'un, on trouve ça beau, puis en même temps, on peut se comparer puis essayer de pas essayer en fait de se dévaluer par rapport à ça. Donc, c'est sûr que les réseaux sociaux, il y a d'autres études qui rapportent que quand on les utilise pour développer, pour encourager, enrichir notre vie hors ligne, c'est plus positif que quand on fait juste regarder du contenu. Donc, si, disons, tu sais, il y a un jeune, mettons, qui me disait que lui, sur les réseaux sociaux, il partageait sa musique parce que sur YouTube, puis ensuite, il le repartageait sur Instagram parce qu'il dit, c'est quelque chose que mes amis me voient pas faire, que je fais, mais fait que là, ça leur permet de découvrir une facette de moi. Puis il dit, je vais suivre d'autres musiciens qui m'inspirent. Puis là, donc pour lui, les réseaux sociaux, c'était vraiment un espace créatif. Donc peut-être c'est de trouver un peu comment est-ce que je peux remplir les réseaux sociaux de quelque chose que je veux être à l'extérieur des réseaux aussi. Toi, est-ce que tu es quelqu'un qui veut faire plus de sport? Es-tu quelqu'un qui veut être plus proche de sa famille, qui veut faire des sorties culturelles, t'intéresser à la culture? Genre, si tu es capable d'identifier, mettons, les priorités pour toi, après, aller vers les réseaux sociaux consciemment pour qu'ils reflètent la vie que tu veux avoir. Mais tu sais, la solution magique pour
contrer la comparaison puis se dévaluer puis l'estime de soi, honnêtement, je l'ai pas. Mais c'est clair que regarder la vie des autres puis pas investir sa vie hors ligne, ça l'aide pas. Et toi, tu le vois ça avec les jeunes avec qui vous travaillez, que avant, par exemple, de discuter avec eux, etc., que genre il y a vraiment cette comparaison-là négative, spécifiquement celle-là qui est présente, ou pas tant que ça au final, genre? Ah, c'est difficile à dire parce que, tu sais, je parlais avec des ados dans des classes, là. Fait que, t'imagines, là, t'es genre en secondaire 4, 15 ans, il y a un atelier, tu sais, il y en a qui s'ouvrent, il y en a qui s'ouvrent pas. C'est sûr. J'ai rien de généralisable, là, tu sais, pour généraliser tous les ados, mais quelque chose qui ressort souvent, c'est quand même la comparaison. Puis, il y en a d'autres à qui je parle, ben, tu sais, dans le cadre de mon doctorat, je parlais avec les jeunes anonymement, en 1 à 1, tu sais. Puis, il y en a vraiment qui se comparent pas. Tu sais, tu les vois, ils sont comme, il dit, je comprends pas que les gens disent que les réseaux sociaux, c'est pas bon. Il dit, genre, lui, il pige pas, là. Il dit, ben, tu sais, j'envoie des jokes à mes amis. C'est quoi? Il dit, tu sais, mettons, quelqu'un est genre riche puis une maison. Je m'en fous, ça veut pas dire qu'il est heureux. Tu sais, il y en a, tu sens que leur base dans la vie, c'est pas ça qui les allume. Puis à l'opposé, t'en as d'autres pour qui ça va plus être un enjeu. Fait que ça varie vraiment d'un jeune à l'autre. Mais c'est intéressant que tu le dises. Tu sais, je pense que c'est intéressant de le verbaliser, de se rendre compte que c'est pas aussi noir ou blanc que ce qu'on peut penser, tu sais. Mais oui, je pense que ça reste quand même malgré tout difficile d'être capable des fois de sortir. Tu sais, toi-même, tu l'as dit, t'as arrêté TikTok. Est-ce que c'est parce que t'étais trop souvent dessus, genre? Ouais. Ben, je trouvais que le contenu était trop bon. Genre, les algorithmes, ils étaient drôles. Genre, c'était trop bon. Au final, tu sais, je disais, c'est parce que je trouvais que ça commençait à faire beaucoup avec Instagram, que je voyais comme les vidéos, les Reels, qui étaient tout le temps en retard, d'ailleurs. Des trends TikTok. Mais tu sais, donc, je trouvais que ça commençait à faire beaucoup. Donc, je me disais, je vais en choisir juste un. Puis comme sur Instagram, je parle avec mes amis, j'ai supprimé TikTok. Ça a été ça ma solution, tu sais, parce que j'avais essayé de passer par autre chose. Et puis, je trouve ça quand même positif qu'on parle des côtés négatifs parce que ça fait prendre conscience qu'on n'est pas tout seul puis qu'il y a des solutions, etc. Mais tu sais, pour ramener un peu de positif, tu sais, on va dans les écoles primaires aussi. Puis, tu sais, déjà, en 4e année, ils ont quoi? Ils ont 10 ans, genre 10, 11 ans. Ils nous nomment. Ben oui, je remarque que quand je regarde un contenu, tu sais, ils ont normalement pas le droit d'être sur les réseaux sociaux, là. Mais, tu sais, je veux dire, passer minimum 13 ans l'âge. Mais ils le sont quand même plusieurs. Puis ils disent, ben je vois quand j'aime un contenu de soccer, ben là, après, c'est que des équipes de soccer. Puis là, ils ont compris que moi, ça, c'est mon équipe que j'encourage. Donc, tu sais, ils ont quand même... C'est des enfants, là, mais ils comprennent quand même ce modèle d'affaires-là. Fait qu'il est jamais... Ça, je trouve ça encourageant de dire qu'il n'est jamais trop tôt pour inculquer cet esprit critique-là. Tout à fait. Ouais, puis aussi, tu sais, il y a une petite fille, justement, qui disait, tu sais, moi, je parlais de Britney Spears. Mais cette petite fille-là, petite fille afrodescendante, etc., qui me dit, ben moi, sur YouTube, j'ai appris à faire mes cheveux, à faire mes boucles. Puis elle dit, là, j'utilise de l'huile de noix de coco. Puis là, regardez, madame. Puis tu sais, on est dans la classe, puis en 4e année, puis la petite fille, elle brasse ses cheveux. Puis tu sais, ses bouclettes sont de toute beauté. Puis tu te dis, waouh, tu sais, c'est pas à salut bonjour qu'elle aurait appris ça. Là. Tu sais, ben peut-être, là, je sais pas, je suis pas une grande adepte de salut bonjour, mais tu sais, dans le sens où elle a trouvé sur les réseaux sociaux quelque chose qui correspond à son identité, qui la rend heureuse, qu'elle affiche devant toutes ses pairs devant la classe. Donc, des fois, il y a vraiment des moments heureux. Même chose pour des jeunes qui vont avoir des intérêts ou une identité qui est différente de celle de leur entourage. Donc, un jeune secondaire 2, il est diabétique. Ben, dans sa famille, il n'a pas, ses amis non plus. Puis, tu sais, là, toi, tu parles d'insuline et tout, t'as 13 ans. Ben, tu vas sur les réseaux sociaux, puis là, t'as plein d'autres jeunes comme toi qui vivent la même affaire. C'est incroyable, tu sais. Puis, ou même, fait que là, tu te sens plus normal, tu connectes avec eux, tu regardes leur expérience, tu te sens pas tout seul. Ça, c'est des études qui montrent aussi beaucoup dans la communauté LGBTQ, où des jeunes vont, avant même de dévoiler leur identité, ou leur orientation sexuelle à leurs proches, ben tu vas voir d'autres personnes en ligne, comment ils ont vécu ça. C'est super normalisant, tu te sens moins seul. Tu vois des gens qui vont pas nécessairement parler de leur orientation sexuelle, mais qui sont gays, lesbiennes, qui ont une belle vie épanouie, puis ça leur montre une réalité qui était peut-être moins exposée avant. Fait que c'est important de le ramener dans la balance. Très important. Parce que quand moi, on me parle d'interdiction des réseaux sociaux, j'ai le visage de ces jeunes-là en tête. Je dis, OK, on peut avoir un équilibre et diminuer, puis let's go, je fight contre les méfaits des réseaux sociaux, mais faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Des fois, ça fait une différence énorme dans la vie de certains jeunes.
Puis tu sais, faire en sorte simplement d'avoir une relation qui est plus saine, plus équilibrée, tu sais, d'en avoir un peu plus conscience pour nous, pour nos enfants. Mais comme tu dis, garder toutes ces choses-là qui sont positives, il y a un vrai sentiment de communauté, un vrai sentiment d'appartenance. Puis ce qui est super intéressant avec l'exemple de la petite fille, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux amènent beaucoup de l'éducation. Alors moi, j'ai parlé avec des adolescents qui sont fascinés par l'océanographie et tout ça, puis ils s'instruisent majoritairement sur YouTube. Moi, quand j'étais jeune, j'aurais adoré avoir la possibilité de pouvoir aller sur YouTube et de voir toute cette information-là qui est gratuite à portée de main et que tu peux choisir et que tu peux aller chercher exactement ce que t'aimes. Ah, je suis d'accord. Oui. Ouais. Parfait. C'est oui, fini. vraiment pour l'éducation. Oui, puis tu sais, c'est sûr que quand, disons, j'ai ces discussions-là avec des journalistes, ben là, eux sont comme, OK, mais genre, si tu fais juste genre t'informer puis t'éduquer sur les réseaux sociaux, il y a aussi un énorme risque de fausses nouvelles et de la propagation, justement, de ces fausses nouvelles-là qui sont souvent bien ficelées, là, super sensationnalistes, qui viennent nous chercher émotionnellement, les gens vont partager et tout. Puis oui, je le comprends. Donc, il y a tout le temps deux côtés à une médaille. Puis, tu sais, juste comme fun fact, pas si fun que ça, là, sur les partages des fausses nouvelles, les Meta, un moment donné, avait fait un test où il disait, bon, ben avant de partager un article, c'est Meta ou X? Honnêtement, c'est Meta ou Twitter, là, ça serait à vérifier, mais en tout cas, il avait fait un test où il disait, on va obliger les gens à cliquer sur un article avant de le repartager. C'est juste de comme cliquer sur l'hyperlien, que l'hyperlien s'ouvre dans un onglet, puis là, tu peux faire share, cliquer sur le partage, la petite flèche. Mais ça coupait trop de partage. Donc, ils ont dit, ouais, non, ce test pilote-là, on le cancelle, on annule. Donc, ça montre quand même que, les plateformes, on peut les tenir, tu sais, leur demander plus, leur exiger plus, les tenir plus responsables. Et que c'est pas juste les jeunes, là, c'est les adultes aussi, plus jeunes, qu'on repartage sans avoir cliqué, puis que les personnes sont vraiment dans une culture de l'instantanéité en ligne. Là, donc, il faut tout le temps être vigilant quand on voit du contenu. Donc, oui, à l'éducation, puis en même temps, être vigilant. Puis c'est très spécifique aussi, je pense, aux nouvelles. Genre, les nouvelles, c'est très spécifique. Tu sais, je trouve que les nouvelles, c'est hyper important d'aller chercher justement cet œil critique et d'aller avoir plusieurs sources et de vraiment lire l'article, etc. À la télé ou que ce soit sur les réseaux, ça demande un œil critique, ça demande d'aller vérifier. Ah, absolument. C'est que sur les réseaux sociaux, on a une très grande liberté. T'sais, on nous invite beaucoup à s'exprimer. Bon, on publie une story, une publication, etc. Donc, on est seul à dire quelque chose. Donc, des fois, ça permet une super belle liberté qui permet des mouvements sociaux extraordinaires. Quand on pense à Black Lives Matter ou à MeToo, ce sont quand même des mouvements qui sont nés sur les réseaux sociaux où c'est des personnes qui n'étaient pas justement dans des plats, dans des médias où ils pouvaient avoir une voix. Donc là, ils se sont alliés sur ces réseaux-là pour que toute leur voix ne forme qu'un, tu sais, et de porter leur message. Encore une fois, c'était super important. Puis même chose pour l'environnement. Tu sais, avec Greta Thunberg, là, toutes les manifestations qu'il y a eu. Fait que, non, ça crée vraiment des belles communautés. Ouais, c'est powerful, mais c'est ça. Il faut être capable de jauger un petit peu aussi à ce niveau-là. Ouais, puis c'est tough. Ouais, vraiment. Vous, avec le ciel, justement, vous essayez de faire un petit peu changer les choses, en tout cas au Québec, enfin changer les choses dans le sens que ce soit peut-être un petit peu plus régulé au niveau du gouvernement, responsabiliser un petit peu les plateformes. Qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous drive à ce niveau-là? Je vais partir d'une anecdote. Là. Encore une fois, je suis dans une école primaire, puis il y a des jeunes qui me parlent de Snapchat, puis ils venaient de sortir la petite intelligence artificielle sur Snapchat, qui est un personnage qui s'appelle MyAI, qui te parle. Donc, c'est comme un robot conversationnel. Puis les enfants, ils me disent « OK, mais c'est vraiment bizarre parce que comment je fais pour l'enlever et tout? » Puis je dis « c'est obligé, on est obligé de payer pour le retirer. » Il dit « OK, mais il dit là, j'ai demandé, genre, j'ai fait en semblant que j'allais au restaurant, puis il m'a proposé des restaurants autour de chez moi. Mais j'ai jamais dit où j'habitais. Ça me fait vraiment peur, c'est creepy, comment ça? » Il dit « Puis là, avec ma mère, on est allé dans mon téléphone pour tout enlever la localisation. Puis il me partage quand même ça. Qu'est-ce que je fais, tu sais? » Moi, j'ai pas de solution pour cet enfant-là. J'ai pas de solution. Ça dépasse la simple intervention individuelle. Tu sais, oui, l'empowerment, gérer les réseaux sociaux, avoir des activités qui nous font du bien, mais malheureusement, ça a ses limites. Dans ce cas-ci, la seule solution, ça serait de supprimer l'application. Donc, ne serait-ce que pour, mettons, nos données personnelles,
nos données là, qui sont sur notre téléphone, pour la protection de tout ça. Je trouve que pour les jeunes, pour nous, pour les générations futures, pour tous les méfaits que ça peut avoir, il faut en fait, que toutes les compagnies privées aient des informations sur nous. Ça fait pas de sens pour moi. On n'a pas accepté ça. C'est pas vrai que de donner notre consentement avec un petit crochet, c'est un vrai consentement. Donc, je trouve que collectivement, c'est là où on a une force. Puis que j'aimerais que nos gouvernements ils nous aident, qu'on utilise le poids du nombre pour dire non, voici les règles sur la vie privée, sur les données, parce qu'il peut vraiment avoir des conséquences importantes. Puis c'est difficile de s'imaginer des fois. Mais je pense à un jeune qui voulait aller avoir des assurances vie, c'était comme à Toronto, puis que sa mère, elle avait publié un moment donné, genre après son match de sport, il s'est brisé la jambe. Puis que lui, il fallait qu'il paye plus cher ses assurances parce qu'il s'était déjà comme brisé la jambe. Donc, ça peut avoir des conséquences monétaires, financières, je veux dire, en tout cas, c'est importante. Donc, ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et puis aussi, juste au niveau du bien-être, le fait quand même qu'on voit que les grands utilisateurs d'écran, donc 5 heures par jour et plus pour le loisir, là, je compte pas le fait de travailler pour l'école, pour notre travail et ce temps d'écran-là, c'est des gens qui tendent à avoir un moins bon sommeil, des symptômes dépressifs comme de la fatigue, une moins bonne humeur, justement moins bien dormir, se sentir moins bien. Puis sans dire que c'est la faute aux écrans, disons que si les gens vont vers les écrans au moment où ils vont mal, ça n'aide pas. Donc, encore une fois, moi, je veux qu'on tienne responsable les plateformes de dire, vous êtes invités chez nous, il y a des conséquences. Maintenant, on travaille ensemble pour les rétablir. Mais surtout l'AI, tu sais, l'intelligence artificielle, là, qui arrive de plus en plus. Bon, oui, il y a eu ChatGPT, mais tu sais, encore, c'était out of les réseaux sociaux. J'ai vu l'autre jour un collier qui te répond avec une voix. Donc, tu peux marcher dans la rue, lui parler, lui dire « Ah, je me sens pas bien aujourd'hui. » Puis genre, il te répond, il dit « Ça va aller, you can do this. » Et genre, c'est comme si tu avais un ami ou quelqu'un qui était constamment avec toi, qui te parlait, qui te répondait. Et c'est genre un peu effrayant pour moi. Là. Je trouve que c'est un peu si on parle de creepy, Ouais, puis pourquoi ça t'effraie maintenant? Puis tu as la peur que ça remplace l'humain, genre le contact entre pairs? Écoute, c'est une bonne question du pourquoi. Il y a le côté, je trouve que malgré tout, est-ce que toute cette connectivité nous a pas un peu déconnectés aussi des autres? Genre, à quel point vraiment se connecter en ligne, oui, avec les autres, la communauté, tout ça, puis à quel point on se sent vraiment connecté versus si on va boire un café avec un mec qu'on va discuter. Est-ce qu'on se sent vraiment moins seul ou est-ce qu'on se sent pas plus seul au final? La solitude, c'est quand même une thématique qui prend de plus en plus de place dans les discussions de santé publique. Je pense, entre autres, à genre un reportage de la BBC, là, il y a une couple d'années, qui parlait même d'une épidémie de solitude. Puis la population qui sentait la tranche d'âge qui se sentait le plus seule. Mais c'était les jeunes de 16 à 25 ans qui étaient la tranche de la population qui peut se sentir le plus seule. Puis il y avait plusieurs hypothèses. D'abord, t'approches ce sentiment-là pour une des premières fois. Que ça peut être envahissant, oui. Tu le vis mal d'être seul. Mais aussi la qualité des relations. Si tu sens que tu n'as pas assez des relations qui sont de qualité, des personnes à qui tu peux aller parler. Donc, pour revenir au collier ou à l'intelligence artificielle, genre qui nous parlerait, Alexa, etc. Mais tu sais, peut-être qu'on va se sentir moins seul que si on n'avait pas eu l'outil. Mais en même temps, ça sera pas la même chose que si on va voir quelqu'un en face à face, vraiment. Puis ça, encore une fois, le contact en face à face, puis le fait d'avoir des gens autour de soi, c'est vraiment bon pour notre santé. Là, comme tu fais de l'activité physique, mais tu vois-tu des amis aussi en face à face? Puis oui, à l'ère des écrans où c'est facile, là, il pleut, là. Ce soir, là, est-ce que je vais voir mes amis dans un bar ou dans un café, peu importe? Est-ce que je vais voir des amis ou je reste chez moi, Netflix? La question se pose. Il pleut et je file maudit. Mais donc, c'est de faire l'effort supplémentaire de savoir que c'est bon. Tu sais, au final, on va être content un coup qu'on est tout autour de la table ensemble. C'est sûr. Ouais. Tu sais, je pense toujours, moi, aux centenaires, tu sais, les zones bleues, les gens, ils vivent le plus longtemps. Dans le monde, c'est des endroits où il y a vraiment cette connexion à l'autre. Ça fait vraiment partie, tu sais, c'est des endroits où il y a plusieurs générations qui vivent dans la même maison. Les aînés sont super bien respectés. Ils font vraiment partie intrinsèquement, tu sais, de la famille, ils ont des activités, les enfants sont avec les grands-parents. Il y a vraiment cette espèce de connexion sociale vraiment profonde. Et
je pense que c'est important de garder ça en tête, même si, on utilise les réseaux sociaux et que c'est là et qu'on a des communautés en ligne et tout, de pas forcément substituer à 100% les connexions autres qui sont hors ligne. Pour justement avoir cet équilibre, c'est bien d'avoir les deux. Oui, le sentiment de communauté est super important. Disons, ce matin à la radio, en m'emmenant vers ici, on parlait d'éco-anxiété à la radio. Puis comment est-ce qu'un des remèdes, en tout cas une avenue qui aidait pour se sentir mal quand on se dit, bon, la planète, on la détruit et tout, c'est de s'engager dans notre communauté, de faire un pas, d'aller vers les autres. La communauté qu'on se tisse sur les réseaux sociaux, c'est bien si elle nous amène à créer des liens en face à face aussi. La personne qui se questionne sur son orientation sexuelle, oui, elle va aller voir en ligne des témoignages de d'autres personnes parce que c'est encore stigmatisé aujourd'hui. Donc, l'idéal, ça serait que tu te sentes accepté peu importe les questionnements que tu traverses. Donc, même dans ces communautés-là où il y a des bienfaits, ben ça remplace pas tout le support que tu pourrais avoir si c'était possible en face à face. T'sais. Justement, mettons quelqu'un qui écoute ça en ce moment, qui est comme « Ah, wow, ça me parle, les réseaux sociaux, oui, c'est vrai, communauté, pas communauté. » Faut consciemment aller dans nos plateformes puis s'abonner, se désabonner, mettre des limites parce que ça se fera pas tout seul. C'est un modèle économique qui veut nous vendre de la pub, qui veut nous vendre, même si on décide d'être super body diversity, d'être diversité corporelle sur notre Instagram, on va quand même avoir des pubs probablement de jus amincissant parce que c'est ça les compagnies qui investissent en publicité sur les réseaux sociaux. Puis même de plus en plus, comme sur TikTok, c'est pas nécessairement tes abonnements, là. C'est vraiment juste qu'est-ce que l'algorithme comprend de ce que t'aimes puis va la mettre sur ta pour toi, For You page. Ouais, autant les utiliser à notre avantage, j'ai envie de dire. J'ai un jeu pour toi aujourd'hui, Emmanuelle. Est-ce que tu es prête? Ah oui, je suis prête. Parfait. Donc, tu vas inaugurer le jeu. 60 secondes, à peu près 10 questions. On va voir ce qu'on a le temps de faire, mais c'est vraiment des questions rapides. C'est des questions ça ou ça. Plutôt Instagram ou YouTube? Instagram. Acheter un téléphone à son enfant, vers 10 ans ou 14 ans? Oh boy. Non. Non? Non. OK, parfait. Peu importe l'âge, avec un suivi et un accompagnement. OK, parfait. Mode avion ou ne pas déranger pour la nuit? Ne pas déranger. Scroller moins de 10 minutes ou plus de 10 minutes? Ah, plus de 10 minutes. OK. Digital détox, pour ou contre? Ah, pour. Notification activée ou silencieuse? Silencieuse. Le soir, on laisse les écrans plutôt hors de la chambre ou sur la table de chevet? En général, je recommanderais hors de la chambre. Okay. Moi, personnellement, table de chevet. OK. Suivre les infos sur les réseaux ou plutôt journaux, chaînes de TV? Ah, les deux. Mais temps optimal pour jouer aux jeux vidéo? Pas de temps. Pas de temps maximal. Assez de temps pour avoir un bon sommeil, des bonnes relations, des études ou une carrière qui te remplit. Puis si toutes tes autres habitudes de vie sont sous contrôle, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Mais si tu as 12 heures de jeux vidéo par jour, je me demande, dors-tu? Okay. Est-ce que ça va bien? Ça commence à être trop. Trop de plaisir. Ouais. Petite question, quels seraient tes gold tips? Mon golden tips numéro 1, puis j'en ai parlé un peu, c'est vraiment de juste avoir une réflexion sur qu'est-ce qui m'amène de la joie dans la vie ou de la paix ou de... C'est quoi des activités que j'ai le goût de faire nonobstant les réseaux sociaux, là. Juste qu'est-ce que j'aimerais, là, tu sais, quand... Pas en mode résolution 1er janvier, là, mais tu sais, qu'est-ce que je fais au quotidien qui m'amène du bonheur? Cuisiner, bon, ben, après les réseaux sociaux, je remplis ça de cuisine. Je trouve que c'est vraiment se poser la question, quelle vie j'ai le goût de vivre, tu sais? Je trouve que c'est comme la règle, bien au-delà de n'importe quelle autre application qui va limiter ton temps d'écran à 45 minutes. Qu'est-ce que tu as le goût de faire? Ouais. Ton mot de la fin pour cet épisode, Emmanuelle, ce serait quoi? Ah, d'être vraiment bienveillant envers soi-même dans la prise de nouvelles habitudes. Ouais. Ça prend du temps, changer nos habitudes. Avec le numérique aussi, on a toujours notre téléphone dans les poches pour fonctionner. Donc, c'est pas... Abandonnons pas trop vite. Ouais. Fait que même si on essaye une petite déconnexion, si ça n'a pas duré tout le temps, c'est pas grave. Un pas à la fois. Ouais. Pas trop dur, pas trop culpabilisé. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Emmanuelle. Merci pour cet épisode. On a appris plein de choses. Je te remercie infiniment. Ben, merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. Merci à vous pour votre écoute. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cet épisode et surtout à nous suivre sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Bien-être Simple. On donne encore plus de conseils bien-être là-bas. Je vous dis à bientôt pour transformer votre vie, un épisode à la fois.